Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Yes I Do. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu attires toujours les mêmes personnes, notamment en relation amoureuse. J'avais envie d'aborder ce sujet depuis un bon moment, mais j'ai jamais fait un épisode vraiment dédié à ce sujet. Pourquoi on attire toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire pourquoi on se retrouve souvent dans le même type de relation. Autour de moi, j'ai des amis qui vont par exemple se retrouver toujours avec des relations qui sont toxiques ou à l'inverse, on va avoir des personnes qui vont être toujours dans des relations qui vont durer peut-être, maximum 6 mois, mais qui vont jamais avoir de relations plus longues et cetera parce que, au final, les 2 vont se lasser ou vont vouloir, mettre un terme à la relation et cetera. Il y a beaucoup de types de relations qui existent sur, cette planète, mais l'idée c'est que, c'est de comprendre pourquoi, en fait, on va attirer toujours le même type de relation et surtout comment faire pour, changer ça. Parce que généralement, quand on se pose la question, c'est que on attire des relations qui ne nous conviennent pas. Si je prends, mon exemple personnel, moi, pendant de longues années, j'ai attiré, vers moi des personnes qui étaient indisponibles émotionnellement, qui ne voulaient pas s'engager et pendant longtemps, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, pourquoi je me retrouve toujours dans ce type de relation?» Et au final, après avoir fait un énorme travail sur moi, après avoir, un peu «analysé» entre guillemets, mes relations, même si je les ai pas genre, analysées, mais voyez, vous comprenez? C'est-à-dire que je me suis posé des questions, j'ai pris du recul aussi sur, certaines des relations que j'avais pu, vivre et je me suis dit: «OK, donc là, il y a quand même un schéma, plus ou moins répétitif que tu connais depuis, que tu as commencé entre guillemets à avoir des relations, notamment, on va dire que ça a commencé fin du lycée et entre la fin du lycée et la fin à peu près de ma vingtaine, j'ai vécu, différentes relations qui correspondaient toujours aux mêmes critères. C'est-à-dire que je commençais des relations avec des hommes qui n'étaient pas disponibles ou qui, ne voulaient pas s'engager et cetera et cetera. Et en fait, ça m'a permis de me poser, beaucoup de questions. Ça m'a permis aussi de travailler sur, moi et aussi de comprendre, pourquoi je me retrouvais vraiment toujours dans le même type de situation et comment faire pour justement changer les choses. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle dans ce nouvel épisode et je suis vraiment super contente de l'aborder et j'ai hâte aussi d'avoir vos retours et surtout n'hésitez pas à me partager vos expériences sur Instagram yesido.bycar parce que c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger avec vous sur, les relations, sur, vos questions par rapport à l'amour et cetera et cetera. La première chose par rapport au fait qu'on va attirer toujours le même type de relation, pour moi, c'est déjà une question de quête d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous prendre un exemple qui est assez, je pense, parlant quand, on est, par exemple, au collège et au lycée, mais notamment au collège, je pense que ça commence à partir de ce moment-là. On va rencontrer des personnes, on va rencontrer des personnes autour de nous et on va vouloir s'intégrer, on va vouloir intégrer un groupe, d'amis, on va vouloir, on va avoir un besoin en fait d'appartenance, ce qui est totalement normal et humain parce que ça fait partie en fait de, l'homme. C'est ce besoin d'appartenance, de faire partie d'un groupe, d'avoir, des amis, d'avoir de la vie sociale et cetera. Ça, c'est quelque chose qui est profondément inné, c'est-à-dire que ça fait partie de nous et en tant qu'humain, on a tous besoin d'avoir, un entourage, des personnes avec qui on peut échanger et cetera et cetera. Et du coup, quand on est au collège, par exemple, on va intégrer un certain groupe de personnes et dans ce groupe-là, on va généralement finir par avoir une identité commune. C'est-à-dire que vous avez déjà vu dans les films un peu à l'américaine, par exemple, si je prends, High School Musical, on va avoir, les sportifs, on va avoir, les intellos, on va avoir, les chanteurs et en fait, chaque type de groupe a sa spécialité, a sa caractéristique. C'est même une thématique limite et du coup, ils font partie de ce groupe-là et par contre, je reprends un peu l'exemple de High School Musical, mais je pense que ça va parler à tout le monde. Mais du coup, par exemple, quand, Troy Bolton, qui est le sportif, hyper famous, va chanter dans la chorale et du coup, il va se retrouver dans un autre groupe de personnes, en fait, il va perdre un peu une partie, entre guillemets,
de son identité, de par le fait qu'il est vu comme un sportif et pas comme un sportif qui peut, aimer chanter, qui peut être aussi, aimer les maths et cetera et cetera. Et du coup, je trouve que quand on est jeune, on est un peu matrixé par ça parce que forcément, on va, du coup intégrer un groupe et au final, au lieu d'avoir, nos différentes identités qui vont, être, présentes, on va se cantonner à peut-être, une seule identité. Et du coup, ça veut dire qu'on va enlever ou en tout cas, on va pas mettre à jour certaines de nos caractéristiques, certaines de certains éléments qu'on aime, dans notre vie pour s'intégrer, pour avoir ce sentiment d'appartenance, pour se sentir aimé, apprécié, intégré et cetera. Et du coup, je trouve que cette partie-là de notre vie, elle est hyper, hyper importante. Elle va avoir un impact en fait sur la suite de notre vie parce que forcément, quand on intègre un certain groupe, quand on façonne une certaine identité pour s'intégrer, etc., on va perdre une partie de notre identité. Forcément, quand on a des relations amoureuses, par exemple, et bah du coup, si on a du coup pas toutes nos facettes qui sont mises à jour, et bah du coup, on va attirer des personnes qui correspondent à l'image qu'on va renvoyer. C'est-à-dire que par exemple, un sportif, il va souvent se mettre avec, dans les films, hein, mais il va être toujours avec la pom-pom girl, ou alors l'intello, elle va sortir avec l'intello, etc. Enfin, là, c'est des gros clichés, hein. Quand je dis intello, c'est pas forcément, enfin, c'est pas du tout ce que je pense, mais c'est juste pour vous faire vraiment l'exemple comme dans les films. Mais du coup, dans la vraie vie, imaginons qu'on fasse partie d'un groupe de sportifs, imaginons, et bah peut-être que du coup, on va forcément être attiré par des personnes qui sont sportives. Et du coup, on va pas du tout aller s'intéresser à d'autres types de personnes, on va pas aller s'ouvrir à d'autres personnes parce que forcément, on est dans un tel groupe et du coup, on va attirer ce type de personnes. Et je pense qu'à un certain moment donné dans notre vie, à force de ne pas, mettre à jour toutes nos facettes de notre personnalité et aussi de se cantonner à un type de personnalité, on va oublier qui on est et du coup, on va attirer à nous des personnes qui sont pas forcément faites pour nous. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper important pour justement arrêter de se retrouver dans le même type de relation, d'avoir les mêmes schémas de relations amoureuses, c'est de s'assumer tel qu'on est pleinement, ne pas vouloir forcément être dans une seule case, mais plutôt justement ouvrir un peu à sa personnalité, ouvrir qui on est à toutes les thématiques qui nous intéressent, à toutes les facettes de la vie qui nous intéressent. C'est-à-dire que je me rappelle, j'avais vu un post de Caroline Receveur qui date un peu, où elle disait: j'ai pas envie d'être dans une case en fait. J'ai envie d'être la personne qui est à la fois faux folle, à la fois extravertie, à la fois introvertie, à la fois passionnée par la mode et à la fois passionnée par le spirituel. Enfin voilà, en fait, on peut être un mix de plein de personnalités et c'est pas pour autant que on n'est pas une personne à part entière. Et justement, c'est ça qui est hyper important et intéressant, c'est que justement, toute notre vie, je pense qu'on est en quête d'identité, mais plus on va s'assumer tel qu'on est, plus on va attirer à nous des personnes qui nous correspondent, des personnes avec qui on peut être 100% nous-mêmes également. Donc ça, je pense que c'est un des points qui est extrêmement important et qui est aussi à travailler. Et pour assumer qui on est pleinement, ça demande aussi un travail sur soi parce que des fois, on va vouloir justement tellement intégrer un groupe, tellement rentrer dans un moule que du coup, on va complètement oublier qui on est juste pour être intégré et avoir ce sentiment d'être aimé, d'être accepté, etc. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai compris forcément au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure de mes relations, où voilà, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui est hyper important dans une relation amoureuse, c'est de pouvoir être soi-même. Et si on doit cacher certaines de nos facettes, certaines de nos passions, certaines de nos envies, etc., pour matcher avec une personne, en fait, c'est que cette personne-là, elle n'est pas faite pour nous. Mais des fois, on va se dire, ouais, mais moi, je suis attirée par ce type de personne, je dois être avec ce type de personne. En fait, il faut que je sois ces caractéristiques-là pour pouvoir être dans ces relations. Sauf qu'en fait, peut-être que ces relations-là ne sont pas faites pour nous. La deuxième chose qui fait qu'on va attirer les mêmes types de personnes et que du coup, on va se retrouver dans les mêmes schémas de relations, ça va pouvoir être dû au fait qu'on a des blessures de notre enfance, de notre passé.
Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre Les 5 blessures de l'âme, mais généralement, c'est les 5 blessures qui sont partagées dans ce livre sont généralement les blessures qu'on retrouve de l'enfance. Donc, on va avoir la peur enfin, la blessure de l'abandon, le rejet, la trahison. J'ai plus les 5 en tête, mais dans l'idée, c'est que notre enfance, notre parcours de vie va être fait de moments positifs, moments négatifs, va être fait de notre éducation également. Et aussi, en fait, on va vivre des choses dans notre vie, notamment dans notre enfance, et surtout par rapport notamment aux relations qu'on va pouvoir avoir avec nos parents, nos frères et sœurs, notre famille et nos amis aussi quand on est petit. Et en fait, ces choses-là, elles vont un peu façonner notre vision de l'amour et peut-être impacter nos relations plus tard. Si je prends un exemple très concret qui est le mien, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu des situations qui ont fait que j'ai grandi avec la peur de l'abandon et la peur du rejet. C'est-à-dire que j'avais l'impression que déjà, l'amour, ça faisait souffrir. Si on aimait quelqu'un, on avait un risque d'être abandonné et que du coup, ça valait pas forcément la peine de se lancer dans une relation si c'était pour souffrir. Donc en gros, j'avais cette vision-là que l'amour fait souffrir. Et du coup, forcément, quand on a une vision que l'amour fait souffrir, ça n'aide pas quand on va rencontrer quelqu'un parce que déjà, de base, dès qu'on va commencer la relation, on va se dire, dans tous les cas, à un moment donné, ça va me faire du mal. Et aussi, j'avais cette peur du rejet, cette blessure du rejet qui faisait que j'avais la sensation que je ne méritais pas l'amour. Je ne méritais pas d'être aimée telle que j'étais et qu'il fallait que je prouve aux personnes que je méritais leur amour et que du coup, en prouvant, elles allaient finir par m'aimer. Mais que de base, j'étais pas faite pour être aimée telle que j'étais. C'est horrible dit comme ça, mais c'était le cas. J'avais l'impression que on pouvait pas m'aimer telle que j'étais et qu'il fallait du coup que je prouve aux personnes que je méritais l'amour. Et c'est drôle entre guillemets, mais quand j'étais petite, moi j'étais toujours la première à vouloir faire des cadeaux à mes copines. J'adorais faire des cadeaux parce que j'avais l'impression que c'était un peu ma manière de dire aux personnes, voyez, je fais des cadeaux, du coup vous pouvez m'aimer. Au final, c'est pas du tout la réalité et c'est vrai que pendant longtemps, je me disais: «Mais pourquoi mes amies, elles m'aiment? Qu'est-ce que je leur apporte de plus à leur vie?» et cetera. Enfin, vraiment, et ça touche aussi l'estime de soi, la confiance en soi et cetera. Et ça, forcément, quand on grandit, lycée, même le début de la vingtaine, c'est des choses qu'on n'a pas forcément, dans notre vie. Enfin, la confiance en soi, elle se développe et je pense là, aujourd'hui, je dirais qu'à 30 ans, bientôt 31, ma confiance en moi, elle est beaucoup plus élevée que quand j'avais 20 ans, par exemple, et encore plus que quand j'avais 14 ans. Et du coup, ces blessures-là de l'enfance, elles vont forcément impacter nos relations futures. Et donc, ce que je disais, c'est que moi, j'avais la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. Et donc, quand j'ai rencontré la première personne avec qui j'ai eu une relation. Moi, j'avais pas ça en tête, j'avais pas ces blessures-là, je connaissais pas tout ça et en plus de ça, à l'époque, on n'avait pas justement tout ce qui était développement personnel, on parlait pas de confiance, enfin, on en parlait un peu, mais je veux dire, enfin, voilà, moi, le seul truc de développement personnel que j'avais quand j'étais plus jeune, genre au collège, c'était le dico des filles. C'est-à-dire que c'était un dictionnaire où on nous parlait de certaines thématiques. On nous disait, voilà, là, c'est comme ça, là, c'est comme ça. Mais j'avais pas de vision sur c'est quoi la blessure du rejet, de l'abandon, etc. Pourtant, j'étais hyper. J'ai été accompagnée par une psychologue très jeune parce que de par mon histoire familiale, j'ai eu cet accompagnement avec une psy pendant des années. Et du coup, j'avais quand même un peu déjà un premier pas dans le fait que on peut se faire accompagner, on peut se faire aider. Mais franchement, j'ai travaillé ces blessures-là, je dirais, avec une autre psy que j'ai commencé à voir en 2020. Donc, c'était il y a 6 ans. Donc, au final, ça fait que 6 ans que j'ai vraiment conscience de ça, que j'ai conscience de ces blessures, que j'ai conscience de ce que j'ai pu vivre dans mon passé et comment ça a pu impacter au final mes relations. Parce qu'à l'époque, du coup, en 2020, quand j'ai commencé à voir ma psychologue, ça faisait 2 ans que j'étais séparée de ma première longue relation. Et je lui avais dit, j'ai l'impression que j'ai toujours attiré le même type de personne et je ne comprends pas. Et on a beaucoup travaillé là-dessus et elle me disait, mais en fait, avant déjà de comprendre pourquoi tu attires
ces personnes aujourd'hui, c'est de retourner dans ton passé et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire personnelle quand tu étais plus jeune, qu'est-ce qui a pu arriver dans ton enfance, qu'est-ce que tu as ressenti aussi, pour pouvoir comprendre où tu en es aujourd'hui et plutôt casser le schéma, se dire voilà, tu as vécu ça. Maintenant, on passe à autre chose, enfin, on pardonne, on avance, on l'accepte et du coup, on va pouvoir ensuite trouver des solutions pour rencontrer d'autres types de personnes. Et surtout, enfin, c'est même pas rencontrer d'autres types de personnes, c'est plutôt dire stop à des relations qui ne me correspondaient pas, qui me rendaient pas heureuse, etc., etc. Et du coup, ça a été un énorme travail. Et du coup, franchement, mon conseil, si vous savez que vous vivez des relations très toxiques ou que vous tombez vraiment dans des schémas toujours un peu similaires qui ne vous rendent pas heureuse, l'idée, c'est aussi de, pourquoi pas, se dire: «Et si j'allais consulter un psychologue pour pouvoir m'aider justement à avancer, à travailler sur mes blessures?» Parce que forcément, on ne se rend pas forcément compte qu'on a des blessures. Et aussi, on va avoir des blessures qui sont ancrées en nous ou des choses qu'on va oublier. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, ma mère avait raconté une histoire que j'avais vécue quand j'étais bébé. J'en avais aucun souvenir. Forcément, j'étais bébé. Mais du coup, quand elle me l'a raconté, en fait, j'ai compris aussi d'où venait cette peur du rejet, cette blessure du rejet. Parce qu'en fait, c'était un élément que j'avais vécu dans mon enfance quand j'étais bébé. Mais du coup, j'en avais absolument aucun souvenir. Et je me souviens, le jour où elle a raconté, j'étais chez une psychologue. Et en fait, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps alors que je n'avais pas conscience de ce que j'avais vécu. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, on me dit j'ai vécu ça, je le regarde avec vraiment un recul énorme parce que je me dis, moi, ça m'a pas touchée vu que je m'en rappelle pas. Sauf qu'en fait, mon corps se rappelle, peut-être que mon esprit s'en rappelle inconsciemment. Mais du coup, le jour-là, j'ai extrait en fait toute la peine que j'avais pu ressentir à cette époque, donc quand j'étais bébé, quand j'ai vécu cette situation. Et du coup, aujourd'hui, ça m'a permis de m'en libérer. Et je pense que pour justement avoir des relations beaucoup plus saines avec des personnes qui nous correspondent et arrêter, casser un schéma, il faut travailler justement sur ce passé, sur ces blessures qu'on a pu vivre et aussi soit, entre guillemets, accepter ce qu'on a vécu, pardonner sans dire on va pardonner la personne, mais on va dire on va pardonner dans le sens où, voilà, c'est fait, on veut avancer et du coup on pardonne. Enfin, moi, c'est un peu la vision que j'ai. Après, il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. Moi, je pardonne dans le sens où je passe à autre chose. Après, ça ne veut pas forcément dire que la personne, elle aura une place encore dans ma vie, mais au moins, je sais que je n'y pense pas. C'est-à-dire que je suis pas dans la rancœur. Et ça, je pense que c'est hyper important, justement, pour avancer aussi dans sa vie, c'est de ne pas être constamment dans la rancœur, de constamment ruminer sur des personnes qui ont eu peut-être ça d'impact sur notre vie et qu'au final, aujourd'hui, elles ont complètement oublié notre existence, mais nous, on y pense encore jour et nuit et on est encore en train de se dire ouais, blablabla, j'ai pas envie de pardonner, je lui en veux, etc., etc. Honnêtement, moi, j'ai été comme ça pendant quelques années et puis un jour, à force, je me suis dit: en fait, arrête de te focus sur ton passé, avance. Le passé, de toute façon, il est passé, il est fait. Toi, tu dois avancer et du coup, maintenant, c'est l'occasion, enfin, la décision que tu vas prendre, c'est d'avancer et du coup, de pardonner. Ça, c'est vraiment l'élément clé et essentiel quand on vit du coup des relations qui sont toujours un peu destructrices, un peu nocives, un peu toxiques. C'est de faire ce travail-là sur soi, sur son passé et peut-être essayer de aussi poser des questions autour de soi, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans notre environnement familial quand on était plus jeune. Peut-être que aussi il y a ce côté un peu transgénérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a vécu la lignée de femmes derrière nous, enfin avant nous plutôt. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas des traumatismes qui se réitèrent au fur et à mesure des générations et comment en fait on peut casser ce schéma. Enfin moi j'adore ces sujets-là et je trouve que c'est ultra passionnant. Et du coup, forcément, ce qui s'est passé dans notre enfance, la relation de nos parents, la relation aussi de nos grands-parents, en fait, toutes ces relations-là, elles ont façonné aussi une certaine vision de l'amour. Et du coup, aujourd'hui, on va pouvoir peut-être aussi répéter les mêmes schémas que nos générations précédentes parce que c'est un peu c'est que ce qu'on a connu. Et du coup, je pense que ce travail-là sur son passé est essentiel
pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie et du coup ne pas réitérer la même chose sur le futur. Et ça me fait penser aussi, si je donne un exemple complètement différent, un enfant qui a vécu, qui a été battu quand il était plus jeune, qui avait un père ou une mère violente, et bah souvent on va dire que potentiellement, quand il sera plus grand, si il n'a pas été accompagné, si il n'a pas, voilà, eu, une autre vision de ce qu'il a pu vivre, et ben, malheureusement, c'est fort possible qu'il réitère les actions de ses parents qui étaient violents envers, bah, soit, ses enfants, soit, son entourage et cetera. C'est pour ça que c'est ultra important de travailler sur son passé pour justement éviter de reproduire des schémas qui sont juste hyper toxique. Et enfin, la dernière, enfin pour moi, en tout cas, selon moi, le dernier point qui fait qu'on va aussi répéter des schémas un peu relationnels, ça va être l'univers dans lequel on a évolué, la société en général. Par exemple, quand on était plus jeune, et encore aujourd'hui, hein, mais on a un peu cette vision dans les films, par exemple, que les relations, ça doit être hyper passionnel, que ça doit être, les papillons dans le ventre, l'explosion, le feu d'artifice et cetera. On met tout le temps en lumière le enemy to lovers, là, c'est vraiment la petite ref, au livre. Mais voilà, on met toujours en avant le bad boy qui va être avec la petite meuf et cetera et cetera et ça, on kiffe. On kiffe. Moi, la première, j'ai adoré ça. J'étais toujours la première à adorer. Quand on me disait: «Tu team qui?» Enfin, «Tu team lui ou tu team lui?» C'était toujours le bad boy qu'on allait choisir parce que bah, il a ce côté un peu, en fait, on romantise, c'est ça, la société a romantisé les mauvais garçons et du coup, en fait, on a un peu cette image-là, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je sais que c'est pas le cas de tout le monde parce que d'ailleurs, dans les épisodes que j'ai pu tourner sur le podcast, il y a plein de personnes, plein de femmes, notamment parce que j'ai interviewé quand même beaucoup de femmes qui disent qu'elles n'étaient pas du tout intéressées par les bad boys. Mais en revanche, il y en a quand même beaucoup qui ont grandi avec les séries, hein, si je dis Vampire Diaries, Gossip Girl, l'exemple parfait, Blair et Chuck, c'est l'exemple parfait de la relation qui est ultra toxique de base. Et en fait, ça, on l'a romantisé. Et du coup, c'est ça qu'on s'est dit. C'est ça nos critères, entre guillemets. C'est on veut le bad boy qui est prêt à changer pour sa princesse, etc. Là, j'extrapole de ouf. Mais dans l'idée, c'était un peu ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est avec ça que j'ai grandi. Et du coup, bah forcément, ça a façonné aussi mes relations, ça a façonné les personnes vers qui j'allais me tourner, parce que je me disais, bah en fait, non, le mec gentil, il m'intéresse pas, il est trop platonique. Moi, j'ai envie d'un peu de drama dans ma vie. Mais en fait, non, c'est pas ça qu'on a envie. Et en fait, la société, la culture nous a fait croire qu'on avait envie de ça, mais dans la réalité, on n'a pas envie d'être en couple, on n'a pas envie de construire une vie de famille, avoir des enfants avec un homme qui est méchant, qui est toxique, qui joue le chaud et le froid, qui sait pas ce qu'il veut, qui ne veut pas s'engager, qui va aller batifoler à droite à gauche. Bah, en fait, pour moi, ça joue énormément dans nos relations. C'est-à-dire que, imaginons, on a cette envie d'avoir toujours les papillons, la folie dans la relation, la passion, la relation passionnelle. Parce qu'attention, il y a de la différence entre passion et passionnel. Pour moi, je mets quand même les choses dans deux sacs complètement différents. C'est-à-dire que l'amour, bah, pour moi, l'amour, c'est la passion. Mais la passion ne veut pas dire passionnel dans le sens où ça ne veut pas dire le drama. Et généralement, quand on parle d'une relation passionnelle, c'est une relation qui, un jour, c'est rouge, un jour, c'est vert. C'est-à-dire qu'un jour, ça va être le feu et un autre jour, ça va être la paix. En tout cas, je pense que ces trois éléments-là, donc la quête d'identité et vouloir absolument faire partie d'un groupe et oublier qui on est. La deuxième chose, c'est les blessures de notre enfance et de notre passé qui ont façonné nos croyances et qui du coup ont créé des croyances un peu limitantes sur notre vision de l'amour, sur ce qu'on méritait, etc. Et enfin, la vision qu'on a pu avoir de par la société, de par ce qu'on a consommé quand on était plus jeune, etc. Ces trois éléments-là, en fait, ils ont clairement eu un impact et ils ont un impact encore aujourd'hui sur nos relations. Et du coup, si on n'a pas fait ce travail sur soi, si on n'a pas eu un recul sur comment faire pour casser un peu les schémas, bah, malheureusement, ces éléments-là, ils vont forcément jouer dans nos relations actuelles. Et du coup, bah, si on a un schéma répétitif et que du coup, bah, on le retrouve à chaque fois dans nos relations, c'est qu'il y a des éléments de ces trois parties-là, ou peut-être que de une, hein, pas forcément les trois, mais en tout cas, il y a des éléments
qui viennent impacter en fait nos relations aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'est de comprendre aujourd'hui comment faire pour s'en débarrasser, s'en libérer. Déjà, en fait, il faut savoir que ces relations-là, il y a un certain confort aussi. C'est-à-dire qu'on va être attiré par des personnes qui ont les mêmes types, les mêmes typologies, les mêmes caractéristiques. Et du coup, il y a un côté un peu rassurant, dans le sens où on se dit, on met les pieds dans ce qu'on connaît. Et du coup, ça peut rassurer, mais au final, on va quand même avoir la même finalité, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une relation qui, finalement, ne nous épanouit pas. Selon moi, c'est quoi les clés pour justement se libérer de ce type de schéma répétitif et comment faire pour justement, si on est dans l'objectif de rencontrer quelqu'un et construire une relation durable, saine, sereine sur le long terme, il y a des éléments à mettre en place. Déjà, la première chose, selon moi, ça va être de ouvrir son esprit. C'est-à-dire que généralement, on va avoir des critères hyper précis sur ce qu'on veut. Et ça, je suis complètement d'accord. L'idée, c'est pas de diminuer ses exigences, entre guillemets, mais je pense qu'il y a quand même des critères qui sont plus ou moins importants. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est inévitablement, ce qui est essentiel comme critère et que là-dessus on ne peut pas toucher, c'est tout ce qui va concerner les valeurs, les projets, les envies, etc. C'est-à-dire que si on va se mettre en couple avec une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes projets et envies, c'est-à-dire imaginons, moi j'ai envie d'avoir des enfants et là je rencontre une personne qui veut pas d'enfants, pour moi c'est impossible de créer une relation parce qu'on n'a pas la même envie. Si je rencontre quelqu'un qui n'a pas la valeur, par exemple, du partage, qui n'a pas la valeur de la famille, ça va être très compliqué parce que moi, c'est mes valeurs. Et du coup, pour moi, c'est hyper important que la personne avec qui je partage ma vie partage mes valeurs. Parce que pour moi, c'est vraiment un socle qui fait qu'une relation peut évoluer. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes passions, enfin, on n'est pas obligé d'avoir tout en commun. Mais par contre, les valeurs, pour moi, c'est le socle d'une relation. Après, voilà, c'est mon point de vue. Bien évidemment, comme je dis et répète à chaque épisode, mon avis est totalement subjectif et c'est pas parce que j'ai ce point de vue-là que c'est la vérité absolue. Mais en tout cas, de mon point de vue et de ce que j'ai pu voir autour de moi, c'est quand même hyper important de partager les mêmes valeurs et d'avoir des projets communs parce que c'est ça qui fait qu'une relation, elle dure. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Mais par exemple, il y a des critères qui sont pas forcément essentiels. C'est-à-dire, moi, je sais qu'il y a des personnes autour de moi, c'est un critère, c'est il faut qu'il fasse plus de 1,90 m. Ça se trouve, l'homme de ta vie, enfin en tout cas la personne, avec qui tu vas avoir, ta plus longue relation, elle fait 1,72 m. Et en fait, pour moi, c'est OK et en fait, il faut pas se matrixer par rapport à ce type de critères-là parce que du coup, tu vas forcément te brider et du coup, pour moi, il y a des choses sur ce type d'éléments-là, il faut pas se brider. Enfin, sinon dans ce cas-là, on peut construire un robot de la personne avec qui on veut être. Mais pour moi, il y a des critères qui sont quand même, assez lunaires. Enfin, je me rappelle, j'avais une discussion une fois avec une de mes copines et elle avait quelqu'un dans son entourage, il avait fait une liste de 50 critères, je crois, de la femme de sa vie, genre, il faut qu'elle soit blonde, que elle fasse, telle taille, nanani nana et là franchement, mais pour moi, en fait, on oublie complètement, la base de l'amour. L'amour, c'est au-delà du physique, c'est une connexion, c'est, une alchimie et cetera et du coup, si on oublie ça et qu'on se focus sur des critères, hyper physiques, hyper, réducteur, en fait, dans ce cas-là, pour moi, effectivement, on ne pourra pas avancer et on ne pourra pas rencontrer une personne qui nous correspond peut-être parce qu'on est tellement bridé, on a tellement de critères qu'on oublie le principal, c'est que c'est en fait, au final, c'est la chimie, c'est la connexion, c'est la relation en elle-même, et au-delà de tout ce qu'on peut avoir de matériel et de ça me fait penser à une discussion que j'avais eue, en Australie avec une fille qui m'avait dit elle avait 40 ans, donc elle avait un peu plus de background, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, un peu plus de recul sur, les relations et elle m'avait dit: «Mais Carole, en fait, pour moi, il y a 2 choses. C'est dans une relation, tu as le packaging et tu as, l'intérieur du paquet et si tu te focuses que sur le packaging, en fait, tu oublies vraiment le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et du coup, pour moi, en fait, c'est extrêmement important de se focus sur ce qu'il y a à l'intérieur
et ne pas se focus sur le packaging parce que le packaging, il peut évoluer. C'est-à-dire que la personne, tu la rencontres à un instant T, peut-être que dans 10 ans, elle sera complètement différente physiquement, mais par contre, intérieurement, elle peut évoluer. Mais généralement, on a quand même nos valeurs qui sont les mêmes, on a notre personnalité, elle va évoluer, mais elle va évoluer généralement positivement, c'est-à-dire qu'on va s'améliorer, etc. Donc ça peut évoluer négativement aussi, hein, c'est possible. Mais dans l'idée, c'est que bah, ce qu'il y a au plus profond de nous, dans notre âme, notre qui on est, en fait, tout simplement, ce que je disais au début de l'épisode, notre personnalité, celle-là, on ne peut pas la changer. Et du coup, on ne peut pas aussi avoir des critères de personnalité, c'est-à-dire que oui, bah oui, on va dire, ouais, j'ai envie d'avoir un mec drôle, etc. Bien évidemment, on n'a pas envie d'être avec le mec boring. Mais il y a des critères pour moi qui sont quand même vraiment pas hyper, enfin, c'est pas intéressant, qui sont pas rédhibitoires. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui fait beaucoup attention au physique, qui fait beaucoup attention au packaging. On oublie quand même un peu l'essentiel, c'est que bah, une relation, c'est pour la vie, pour certains, pour d'autres, pas forcément. Mais en tout cas, l'idée quand même, c'est que la relation soit durable. Et si on construit notre vie avec notre partenaire, c'est pour que ça dure quand même le plus longtemps possible. L'idée, c'est d'ouvrir son esprit et de s'intéresser en fait peut-être à des personnes qui ne correspondent pas forcément à tous nos critères de base. Après, je dis pas de rabaisser non plus ces critères. On va pas justement non plus aller à l'inverse en se disant bah attends, il a pas ça, mais pourquoi pas, etc. Genre l'idée c'est pas non plus d'aller à l'encontre de ses envies, mais c'est aussi de rester quand même ouvert et se dire bon bah voilà, il me plaît, mais bon il y a pas ça, mais en même temps est-ce que c'est extrêmement important pour une vie? Non, pas forcément. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose, je dirais, c'est qu'il faut apprendre à prendre le temps. C'est-à-dire que une relation, ça se construit au fur et à mesure du temps. Et c'est pas du jour au lendemain, la première personne que tu vas rencontrer avec qui tu vas forcément construire ta vie. Et du coup, l'idée, c'est d'accepter qu'il faut prendre le temps et que tu peux pas construire une relation avec une. Enfin, tu as besoin ouais, t'as besoin de temps, de prendre ton temps, d'apprendre à connaître la personne, de savoir ce qu'elle veut, où elle veut aller, d'échanger, de passer des étapes en fait, avant de se dire, bah ok, là, peut-être qu'on peut vraiment construire une relation ensemble. Et après, je sais que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup prendre son temps. Je sais qu'il y a des personnes, c'est pas du tout le cas. Mais je pense que justement, quand on rencontre quelqu'un et que on se lance directement dans une relation, des fois, on va un peu avoir des œillères et oublier l'essentiel, c'est qu'on n'a pas envie de répéter des schémas qu'on a déjà vécus. On n'a pas envie de se retrouver encore une fois dans une relation qui ne va pas finalement nous épanouir. Et c'est pour ça que je pense que prendre son temps, c'est extrêmement important parce que du coup, en prenant notre temps, on va finir par comprendre qui est la personne, est-ce qu'elle match avec nous, est-ce qu'on peut vraiment avoir un avenir commun et même si on ne peut pas avoir toutes les réponses du jour au lendemain, justement, en prenant ce temps-là, ça va nous permettre de savoir si on peut donner une chance à cette relation. Personnellement, je sais que ça m'est arrivé de me dire, voilà, je sors d'une relation où j'étais dans une relation où la personne, elle avait la peur de l'engagement, elle voulait pas s'engager, etc., etc. Et du coup, à l'inverse, après cette relation-là, j'ai été avec l'extrême opposé, mais elle avait quand même ces critères-là de indisponible. Et du coup, au final, OK, elle avait envie de s'engager, mais elle était quand même indisponible, etc. Donc au final, je me relançais dans le même schéma plutôt que de me dire, bah vas-y, tu sais quoi, reste 1 an peut-être célibataire, 2 ans, on n'en sait rien, mais prends au moins le temps déjà de te poser, de digérer ce que tu as pu vivre et ensuite, une fois que tu seras prête à potentiellement accueillir quelqu'un dans ta vie, go. Après, on peut pas choisir les timings. Des fois, on va rencontrer quelqu'un hyper rapidement et puis voilà, c'est comme ça se fait et tant mieux. Mais des fois, je pense que c'est quand même hyper important d'avoir un moment dans sa vie et ça, j'en parlais d'ailleurs dans l'épisode sur le célibat. Est-ce que c'est pas la meilleure période de ta vie? Pour moi, c'est hyper important d'avoir une période de célibat pour savoir justement qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on mérite. Donc voilà, je pense que ça, c'est un élément important, c'est prendre son temps, c'est aussi ouvrir son esprit et aussi c'est pourquoi pas, se faire accompagner, se faire aider pour justement apprendre à comprendre quel schéma on a pu vivre dans notre passé, pourquoi on revit encore et constamment ces schémas-là dans nos relations et qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour arrêter ça, pour arrêter de
de se retrouver toujours dans le même type de relation. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ces conseils vous ont parlé. En tout cas, je pense que c'est un sujet dont on pourrait parler encore une fois des heures. C'est hyper important d'en avoir conscience. Parce que déjà, d'avoir conscience qu'on vit le même type de relation, c'est déjà pour moi un premier pas vers justement le changement. Après, il faut savoir aussi que pour apporter un changement dans sa vie, et ça c'est une phrase que je répète très souvent, c'est qu'il faut mettre des actions en place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre un changement, on ne peut pas attendre une évolution dans notre vie si on ne met pas d'action en place. C'est-à-dire que demain, j'ai une vie qui ne change pas, j'ai des relations toujours pareilles et en fait, rien ne change, rien n'évolue, etc. Toujours le même travail, toujours la même routine, toujours les mêmes fréquentations, etc., etc. En fait, on ne peut pas rencontrer quelqu'un de nouveau, on peut pas, enfin, c'est très compliqué en fait. Mais du coup, pour moi, si on veut apporter du changement dans nos relations, dans notre vie, parfois il va falloir prendre des décisions. Ça peut être de déménager, ça peut être de changer de travail, ça peut être de, je sais pas, s'inscrire à un nouveau sport, ça peut être de voyager. Enfin, pour moi, il y a plein de choses qui sont possibles. Et du coup, ça va nous permettre aussi d'évoluer nous-mêmes. Et du coup, en évoluant nous-mêmes, on va attirer à nous des personnes qui nous correspondent. Après, je dis pas, hein, des fois, on peut être dans la meilleure hype de sa vie, être hyper heureuse, etc. On va attirer peut-être des mauvaises personnes. Mais justement, à ce moment-là de notre vie, si on a assez confiance en nous, si on a assez d'estime de nous pour savoir poser nos limites, savoir dire non, savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on mérite, et ben dans ce cas-là, on saura dire non à ces personnes. Et du coup, on arrêtera justement, on cassera ce schéma-là de se dire que on est encore une fois dans une relation où on va aller dans le même mur que les précédentes. Et du coup, pour conclure un peu cet épisode, ce que je dirais, c'est que déjà, le travail, il vient de soi-même, de base, mais aussi de comprendre aussi notre environnement, de comment on a grandi, comment on a évolué, et d'accepter que il faut peut-être mettre des choses en place, des actions dans notre vie pour justement voir ces changements. En tout cas, j'espère que cet épisode il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube ou Spotify, à me laisser un avis 5 étoiles sur les plateformes ou un petit pouce sur YouTube. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!